Bonsoir et bienvenue à la Carmagnole pour une nouvelle émission de notre web TV. Une Carmagnole bien sûr confinée, une Carmagnole masquée, mais une Carmagnole motivée. Ce soir, le techno-féodalisme avec Cédric Durand, vas-y. Donc ce soir, nous recevons Cédric Durand, économiste et enseignant à l'Université de Genève, dont les recherches portent sur la mondialisation, la financiarisation et la mutation du capitalisme contemporain. Et c'est pour parler donc de son livre « Techno-féodalisme, critique de l'économie numérique », paru aux éditions La Découverte dans la collection Zone, que nous sommes là. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Merci d'avoir fait l'effort de braver le couvre-feu que vous n'avez pas à Genève pour venir nous rejoindre. Merci pour votre invitation. Alors, puisque le titre fait référence au Moyen-Âge, pour commencer d'une façon un petit peu décalée, quelques images sur le Moyen-Âge. Des images d'époque. How do you do? How do you do, good lady? I am Arthur, King of the Britons. Whose castle is that? King of the who? The Britons. Who are the Britons? Well, we all are. We are all Britons. And I am your king. I didn't know we had a king. I thought we were an autonomous collective. You're fooling yourself. We're living in a dictatorship. A self-perpetuating autocracy in which the working classes... Oh, there you go, bringing class into it again. That's what it's all about. If only people would... Please, good people, I am in haste. Who lives in that castle? No one lives there. Then who is your lord? We don't have a lord. What? I told you, we're an anarcho-syndicalist commune. We take it in turns to act as a sort of executive officer for the week. Yes. But all the decisions of that officer have to be ratified at a special bi-weekly meeting. Yes, I see. By a simple majority in the case of purely internal affairs. Be quiet. But by a two-thirds majority in the case of more... Be quiet. I order you to be quiet. Order, who does he think he is? I am your king. Well, I didn't vote for you. You don't vote for kings. Well, how'd you become king, then? The Lady of the Lake, her arm clad in the purest shimmering samite, held aloft Excalibur from the bosom of the water, signifying by divine providence that I, Arthur, was to carry Excalibur. That is why I'm your king. Listen, strange women lying in ponds distributing swords is no basis for a system of government. Supreme executive power derives from a mandate from the masses, not from some farcical aquatic ceremony. Be quiet! Oh, but you can't expect to wield supreme executive power just because some watery tart threw a sword at you. Shut up! I mean, if I went round saying I was an emperor, just because some moistened bint had lobbed a scimitar at me, they'd put me away. Shut up! Will you shut up? Ah, now we see the violence inherent in the system. Alors, vous avez reconnu, c'était Sacré Graal des Monty Python. Cédric, une réaction sur cette vision du Moyen-Âge ? Ce qui est pas mal, c'est que contrairement aux libéraux qui ont une espèce de vision irénique de l'histoire de l'humanité, dans laquelle petit à petit le contrat social aurait permis de construire la société, là on voit bien que la violence est au cœur de toute cette affaire. Et je pense que commencer par la violence pour parler du Moyen-Âge, c'est pas mal vu. Alors justement, là, on va s'intéresser donc particulièrement au système féodal, seigneur, fief, servage, etc. Bon, avant d'entrer dans l'étude vraiment de ton livre, un petit rappel sur ce que c'est que le féodalisme. Donc, après les grandes invasions normandes, sarrasines et hongroises du IXe siècle en Occident, et après l'effondrement de l'Empire carolingien, se développe une période de violence, pas seulement liée aux invasions, mais aussi aux seigneurs qui se font la guerre entre eux pour étendre leur territoire. C'est pourquoi, à partir du Xe siècle, le pouvoir royal s'affaiblit et la puissance seigneuriale s'affirme. La prolifération des châteaux forts en témoigne, ils deviennent le symbole du pouvoir seigneurial. Ces seigneurs, pour maintenir et étendre leur pouvoir, s'assurent de la fidélité de guerriers qui sont moins puissants qu'eux, qu'on va appeler leurs vassaux. Et ce lien entre deux hommes est fixé lors de la cérémonie de l'hommage, dont le rite global est fixé à peu près autour du XIIe siècle. Le vassal, à genoux et sans armes, jure fidélité, conseil, assistance financière et assistance militaire. Et en échange, ce vassal reçoit une terre qu'on va appeler un fief. Alors, ce mot de fief, il est à l'origine un mot germanique, féou, qui a donné à la fois le mot fief d'une part, et d'autre part féodum, puis féodal et féodalisme. Et donc, ce mot, le système féodal et le féodalisme, ça vient vraiment de ce mot de fief. Le vassal devient donc le seigneur de son fief et il règne en maître absolu. Notamment, il y décide l'impôt et il y rend la justice, comme en témoigne le gibet sur cette illustration.
Sur cette terre, travaillent des paysans non libres, qu'on appelle les serfs, qui sont attachés à la terre, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas la quitter, et ils doivent à leur seigneur, en échange de sa protection et surtout du droit d'y vivre, toute une série de taxes et de corvées. Si on résume, et d'après Karl Marx et Robert Fossier, mon maître en histoire médiévale, le féodalisme, c'est, à partir du Xe siècle, l'organisation sociale et économique du Moyen-Âge occidental, fondée sur des relations entre un seigneur et ses vassaux, des structures de domination et d'exploitation des hommes et des femmes qui sont attachés à la terre, à ce fameux fief, une aristocratie de guerriers qui possèdent la terre, et enfin un morcellement de l'autorité publique partagée entre l'ensemble des seigneuries. À noter que de nombreuses terres sont détenues par l'Église dans des seigneuries ecclésiastiques, bon, ce qui ne change pas grand-chose pour les paysans et ce qui nous éloigne un petit peu de notre sujet. Alors, pour revenir à ce livre, Cédric Durand, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les caractéristiques du féodalisme qui t'ont intéressé et que tu as retenu pour ton étude ? Oui, mais peut-être avant un tout petit mot, parce que ça peut sembler bizarre aux éditeurs qu'on parle de féodalisme pour en arriver plus tard au numérique. Et je voudrais juste expliquer la démarche. La démarche, en fait, elle consiste à essayer de dénaturaliser l'économie dans laquelle on vit. Les libéraux ont tendance, ils parlent d'économie de marché, de capitalisme, comme si c'était quelque chose qui existait de toute éternité. Et le travail que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de mettre un peu de la distance par rapport à cette vision un peu naïve de notre système économique en justement posant la question des modes de production et de leurs différences à travers l'histoire. Et effectivement, le féodalisme est le mode de production qui précède, si vous voulez, le capitalisme. Et donc, si on veut s'interroger sur le devenir de celui-ci, c'est intéressant d'avoir cette perspective-là. Alors, la deuxième chose, c'est justement que ça permet de discuter d'un mode de production. Et comme tu l'as extrêmement bien dit à l'instant, un mode de production, c'est une forme d'organisation de l'économie et de la société dans son ensemble. Et les caractéristiques que tu as évoquées sont, en gros, celles que j'ai retenues. On peut les résumer peut-être un petit peu différemment autour de 3 points. Le premier point, c'est effectivement le féodalisme, une organisation économique, un mode de production économique qui est fondé sur une institution fondamentale qui est le dominium. Et le dominium, c'est à la fois une domination des seigneurs sur les terres et sur les personnes qui habitent ces terres, les serfs, les paysans. Donc il y a effectivement ce caractère indissociable de la terre et des gens qui l'habitent avec la domination du seigneur sur cette terre. Alors ça, c'est très important. Cette première idée, elle est très importante. Pourquoi ? Parce qu'il en découle au moins 2 choses. D'abord, le fait que la domination au Moyen-Âge, elle est indissociablement et économique et politique. Il n'y a pas de séparation de l'économique et du politique. En même temps, le seigneur exerce son pouvoir sur la terre et en même temps, il retire de cette position dominante un revenu qu'il extrait des paysans sous forme de corvées ou de différents paiements qui doivent lui être effectués. L'autre caractéristique qui est consubstantielle à ce caractère indissociable de l'économique et du politique, c'est qu'effectivement, les paysans sont attachés à la terre et sont dépendants de leur seigneur. Ce ne sont pas des travailleurs libres, donc ils travaillent dans un espace dont ils disposent, ils travaillent pour eux-mêmes et pour le seigneur, essentiellement, mais pas uniquement de façon individuelle, et effectivement, ils sont attachés à cette terre, ils ne sont pas libres. Voilà. Donc, première idée, première grande idée, on a donc une institution, le dominium, dans laquelle à la fois le seigneur domine politiquement et économiquement, et d'autre part, les travailleurs ne sont pas libres, ils sont attachés, et ce qui prédomine au Moyen-Âge, ce sont des rapports de dépendance. Donc là, la deuxième idée qu'on pourrait retenir, c'est l'idée que, contrairement au capitalisme, le féodalisme n'est pas principalement productiviste. Alors, il y a eu quelques améliorations économiques, augmentation de la production, de l'efficacité économique, mais dans l'ensemble, ce qui prédomine, c'est quand même plutôt une logique de prédation sur une logique de production. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je veux dire par là, c'est que pour les classes dominantes, ce qui est important pour elles, c'est d'étendre, et pour les seigneurs, c'est d'étendre leur domaine, d'étendre leur seigneurie. C'est pour ça que la guerre joue un rôle absolument central. Il y a effectivement un éclatement politique avec énormément de conflits, de guerres. Et ces guerres, elles ont pour enjeu d'étendre le dominium et donc d'étendre la richesse et le pouvoir économique en même temps que le territoire. Donc ça veut dire que pour les seigneurs, il n'y a pas d'intérêt à développer la productivité, développer la technique ou faire des révolutions technologiques pour gagner plus d'argent ou pour gagner plus de richesse. C'est un autre choix. Exactement. L'enjeu de l'investissement, c'est un investissement qui va être militaire. Pour faire quoi ? Pour étendre les richesses qu'on peut s'approprier. Ça veut dire qu'au niveau global,
Ce qui joue, c'est un jeu à somme nulle. C'est un jeu à somme nulle. Il n'y a pas de gain. Donc, en gros, les différents agents les seigneurs sont en compétition. Et finalement, eh bien, lorsqu'il y en a un qui gagne, l'autre perd. Si vous voulez, c'est cette idée-là. Il n'y a pas plus de richesse de créer. Il n'y a pas plus de richesse de créer. Bon, et troisième idée, qui évidemment est très intéressante, c'est qu'il y a un principe de concentration des richesses extrêmement important. Les aristocrates concentrent tout le surplus, le maigre surplus qui existait à l'époque, dans leurs mains, tandis que les masses paysannes vivent dans une pauvreté extrême. Donc il y a ce principe de concentration des richesses extrêmement fort. Donc on a donc ces trois idées. Une institution, le dominium, une logique économique qui est celle de la prédation, une logique de prédation et pas de production, et enfin des inégalités extrêmement fortes. Est-ce que du coup, on peut résumer de cette façon-là. Alors, dans bien ton sûr, livre, moi je suis pas historien. Ouais. Je pense tu te que, débrouilles bien quand même. Chacun d'entre vous le comprend. L'enjeu pour moi, c'est de distinguer un système économique, une logique économique dans son ensemble. Et alors, donc, dans ton livre, tu fais une comparaison qui nous a paru intéressante et avec un tableau qui résume sur les trois modes de production, l'esclavagisme, le féodalisme et le capitalisme. Donc là, on voit le tableau. Est-ce que tu pourrais nous le commenter et nous aider à voir comment ce tableau va nous aider à comprendre, après ton analyse, de la mutation du capitalisme qui est à l'œuvre aujourd'hui? Voilà, donc là, j'ai essayé de distinguer quelques caractéristiques de ces trois modes de production. Donc, c'est très stylisé, c'est une logique finalement qu'on essaie de disséquer. Et on a donc ces trois systèmes qui sont esclavagisme, féodalisme et capitalisme, et puis 4 dimensions. Une première dimension qui est les moyens de production, donc c'est les instruments, la terre, les machines éventuellement, etc. Ensuite, il y a le travail, donc c'est la façon dont le procès de travail a lieu, dont les êtres humains déploient une activité productive. Et donc celui-ci, c'est à la fois donc, les individus qui le font et puis la manière dont il est organisé. Ensuite, on a l'extraction du surplus, puisque dans tout système économique, il y a à la fois une production, puis quelque chose qui va éventuellement être légèrement en excès de celui-ci, et de quelle façon est-il extrait. Et ensuite, il y a la logique d'efficacité économique, la productivité. Donc, on a ces 4 dimensions. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que dans le cadre de l'esclavagisme, comme dans le cadre du capitalisme, il y a une monopolisation par une classe des moyens de production. Les esclavagistes dans l'esclavagisme, alors on pense notamment à l'esclavagisme aux Amériques, c'est un des moyens d'y penser. Dans le cadre du capitalisme, ça va être la monopolisation par les capitalistes, le capital des usines, etc. Par contre, dans le féodalisme, c'est un petit peu différent. Parce que certes, il y a une monopolisation des terres par les seigneurs, mais pourtant, les paysans possèdent une partie des moyens de production. Ils sont en partie autonomes. Notamment, ils possèdent leurs outils, leurs instruments. Et c'est quelque chose, vous allez le voir, qui est important. Parce que si, dans l'esclavagisme, comme dans le féodalisme, le travail n'est pas libre, c'est-à-dire que les travailleurs sont attachés dans un cas, leur maître esclavagiste dans l'autre cas, au seigneur, contrairement à ce qui est le cas dans le capitalisme. Une des singularités du féodalisme, c'est que le travail, il est indépendant, individuel, autonome. C'est des travailleurs autonomes. Ouais, autonomes. Donc, il y a une grande, si vous voulez, dans le cadre de la dépendance générale des serfs vis-à-vis de leur seigneur, leur manière d'organiser leur quotidien, d'organiser leur travail, etc., est relativement libre. En tous les cas, en comparaison avec ce qui se passe dans l'esclavagisme et dans le capitalisme, où là, il y a une structure hiérarchique très forte, très immédiate, qui pèse sur l'organisation du travail, et qui fait que celle-ci est immédiatement collective. Quatrième dimension, celle de l'extraction du surplus. Eh bien, dans le capitalisme comme dans l'esclavagisme, il n'y a pas de distinction entre le moment du travail, le moment de la production et le moment de l'extraction du surplus. C'est-à-dire que pour un salarié, eh bien, lorsqu'il travaille dans son entreprise, il ne sait pas à quel moment, il ne se rend pas compte à quel moment il a arrêté de payer son salaire et ça part au patron. Il n'y a pas de distinction, c'est quelque chose qui est continu. À l'inverse, dans le cadre du féodalisme, c'est assez distinct. Il y a des corvées, donc qui sont des temps séparés, où il y a différents types de paiements en nature ou éventuellement en argent qui doivent être faits aux seigneurs, mais qui donc sont explicites. Et donc, dans ce sens-là, il y a une forme de domination explicite.
Et puis enfin, il y a la logique de productivité qui est complètement différente. Je l'ai expliqué dans le cadre du féodalisme. Les seigneurs n'ont pas intérêt à réinvestir leur surplus dans la production. Ils ont plutôt intérêt à dépenser dans la guerre pour étendre leur domaine. Donc le résultat, c'est qu'il y a une productivité stagnante. Alors dans l'esclavagisme, pour des raisons un peu différentes, mais il n'y a pas non plus de logique productive qui se met en œuvre. Par contre, dans le capitalisme, la logique du capitalisme est fondamentalement productiviste. La concurrence impose aux entreprises d'investir pour se développer. Donc, si vous voulez, là, vous avez de manière extrêmement aride, c'est un peu sec, c'est un peu sec, mais ça permet de réfléchir à de quelle manière s'organise l'économie de façon extrêmement générale. Ces dimensions sont toujours présentes. Les moyens de production, le travail, la façon dont il se déroule, le surplus, comment il est approprié, puis la dimension efficacité. Ben là, du coup, on a un peu les différents éléments pour attaquer le titre et puis le cœur du livre sur la question du techno-féodalisme. On aurait une petite vidéo à te montrer parce que quand on parle de technologie, de Silicon Valley, de numérique et autres, on pense tout de suite aux GAFAM. Et on voulait, pour faire la bascule avec cette partie du sujet, te montrer cette vidéo. Rendez-vous avec le coach. OK. Ready for the full lesson. Courses en ligne, école à la maison, télétravail et visioconférence, films en streaming, cours de cuisine en live et apéro Skype. Le numérique a facilité le quotidien des Français confinés. Souvent accusés de s'immiscer dans la vie privée, de déshumaniser la société, voire de nous abrutir, les GAFAM apparaissent comme les grands gagnants de la crise sanitaire. Et ce n'est pas Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, qui va dire le contraire. Pensez à ce que serait votre vie sans Amazon, par exemple. Les sociétés de la tech que nous adorons dénigrer ont accumulé le capital, réalisé des investissements, construit les outils qui nous aident aujourd'hui. Imaginez la vie sans eux. Au plus fort de la crise du Covid-19, alors que certains États étaient accusés de défaillance, les GAFAM sont apparus comme des structures fiables et solides. Elles ont engrangé des bénéfices et conforté leur domination économique, au point d'entrer ouvertement en conflit avec les pouvoirs politiques. Ainsi, Twitter s'est lancé dans un bras de fer avec l'un de ses plus grands utilisateurs, Donald Trump, 80 millions d'abonnés, qui a vu certains messages être signalés comme litigieux. Ce tweet a enfreint les règles de Twitter relatives à la glorification de la violence. Vérifiez les faits. Ce qui a provoqué colère et menaces de la part du président américain. La façon qu'ils ont de choisir ce qu'il faut vérifier ou au contraire d'ignorer ou même de promouvoir n'est rien d'autre que de l'activisme politique. Alors la crise sanitaire a-t-elle conforté le pouvoir et la domination économique des GAFAM? Les États font-ils le poids face aux géants du numérique? Comment peuvent-ils encore empêcher une montée en puissance qui apparaît inéluctable? Alors, avec le développement de l'économie numérique, un développement donc, comme on vient de voir, que la crise du Covid et les différents confinements ont accéléré, Cédric, toi tu parles d'une rupture dans le développement du capitalisme. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? De revenir sur ce qui s'est passé au tournant des années 90. Vous vous souvenez, à cette époque, il y avait tout un discours, pour les plus âgés, vous vous souvenez, il y avait un discours extrêmement enthousiaste sur les nouvelles technologies. Il y avait d'ailleurs une bulle boursière, on avait parlé de la bulle Internet à cette époque-là. Et effectivement, on sentait les frémissements d'un bouleversement de nos existences avec les premiers mails, les premiers surfs sur Internet, etc. Mais c'était finalement encore quelque chose d'assez marginal dans nos existences. Aujourd'hui, c'est devenu absolument hégémonique. Il y a une forme d'hégémonie de l'espace numérique dans le sens où ça intervient dans tous les domaines de nos existences, aussi bien collectifs qu'individuels. Donc il y a une forme il y a quelque chose de... Cette rupture a eu lieu. Alors pour penser cette rupture, si vous voulez, si on revient à cette époque fin des années 80, début des années 90, il y a deux imaginaires qui existent. Un premier imaginaire qui va être celui de la Silicon Valley. Alors, l'imaginaire de la Silicon Valley, l'idéologie de la Silicon Valley. Dans le livre, je parle aussi de consensus de la Silicon Valley à ce propos. Eh bien, c'est l'idée que grâce au numérique, on va enfin voir un supercapitalisme. Un capitalisme qui sera plus efficient, qui sera plus décentralisé, où chacun aura sa chance. Donc, il y a l'idée d'une forme de cure de jouvence du capitalisme qui se développe à ce moment-là. Mais il y a aussi une autre histoire qui se développe, qui est beaucoup plus souterraine, qui a beaucoup moins d'écho, qui est l'imaginaire cyberpunk, l'imaginaire des joueurs.
Et au contraire, ceux-ci, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient bien une grande transformation qui va avoir lieu. Mais cette grande transformation, elle va se manifester par une forme de régression. Une forme de régression dans la mesure où des grandes entreprises privées vont acquérir un pouvoir économique absolument considérable, mais également, et là ça fait le lien avec le reportage que vous avez diffusé à l'instant, avec une domination politique. Donc, et cette fusion de l'économique et du politique à travers le numérique est quelque chose qui déjà est en discussion dans l'univers cyberpunk. Alors, ben voilà, 30 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a bien eu ce grand bouleversement des relations économiques qui donne lieu à une forme d'hégémonie du numérique. La question que je pose dans le livre, c'est qu'est-ce que ça fait au capitalisme? Et alors, est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'on a un changement qualitatif qui a lieu? Et alors, l'hypothèse que je propose, c'est l'idée qu'il y a un changement qualitatif. Donc quel est le lien avec le féodalisme du coup, et pourquoi est-ce que tu parles de techno-féodalisme? Alors le premier lien, je l'évoquais à l'instant, c'est l'idée d'une forme d'indistinction de l'économique et du politique. Pour prendre 2 exemples très récents. Pendant la pandémie, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un soir de novembre sur les écrans de TF1 à 20h apparaître le PDG d'Amazon France expliquer que oui, il allait être d'accord pour décaler le Black Friday. Et le fait qu'il soit en cette position centrale de décider de ce décalement du Black Friday qui était la condition pour permettre une levée partielle du confinement montre la puissance non seulement économique mais politique de ces acteurs-là. Dans la même période, on peut prendre 2 autres exemples, ceux de Google et d'Apple. La période du confinement a été extrêmement un choc majeur du point de vue de l'organisation de nos vies quotidiennes et donc des outils de gouvernement. Qui avait les outils de gouvernement pour comprendre ce qui se passait? Eh bien, ce sont les GAFAM. Google a rendu public des données qui permettaient de comprendre la circulation des personnes, dans quelle mesure elle est-elle plus dans les magasins ou moins qu'auparavant, dans les parcs, utilisait-elle plus ou moins les transports en commun. Donc là, tu parles des applications. A donné des données sur la circulation des gens en ville. Ces données n'étaient pas disponibles pour les gouvernements. Ça, tu parles des entreprises avaient accès à ces données. Là, tu parles de l'application. Plus qu'un symbole, une représentation de la puissance de ces acteurs qui finalement connaissent mieux, comprennent mieux le social que ne le comprennent aujourd'hui les appareils étatiques. Parce que ça s'est vu avec l'application Stop Covid, par exemple. Et toutes ces applications qu'on voulait mettre pour voir la circulation du virus, en fait, les données, elles nous étaient nécessaires, mais pour ça, on ne les avait pas. Il fallait passer par les GAFAM. C'est de ça dont tu parlais pour eux. Exactement. Donc il y a, si vous voulez, cette forme d'impuissance relative des autorités publiques par rapport aux GAFAM pour comprendre de manière un peu fine comment se déploie le social. Donc ça, si vous voulez, c'est une première illustration, mais vous en avez donné d'autres avec les débats sur la liberté d'expression et Twitter qui décide qui ou pas n'a le droit de parler, etc. Il y a une forme d'indistinction de l'économique et du politique qui est un premier élément de continuité entre pas de continuité en fait, une forme de réminiscence du féodalisme dans notre époque contemporaine. Les deux sont liés, politique et économique. Exactement, absolument. Alors, il faut bien voir qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui discutent de cette idée d'une réminiscence du féodalisme aujourd'hui. Les juristes, par exemple. Dans le domaine du droit du travail, certains observent qu'il y a une forme de fragmentation du droit qui rappelle des formes de fragmentation prémodernes de l'époque féodale. Et on peut prendre d'autres exemples. Par exemple, David Graeber, il parle de logique d'un féodalisme managérial pour dire qu'il y a de plus en plus une logique de domination, de contrôle qui est distincte d'une logique de production. Et il y a d'autres auteurs, on pourra en parler. Donc ça, si vous voulez, c'est première idée. Autre dimension, autre réminiscence du féodalisme dans notre époque contemporaine, eh bien, c'est la logique de prédation. La logique de prédation. Pourquoi? Parce que ces grands GAFAM, mais pas seulement eux, on peut aussi parler dans l'industrie, par exemple, un acteur très important comme Siemens, qui est une entreprise industrielle, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va chercher à contrôler des données. Elles vont chercher à contrôler des données. Alors, tandis que Facebook ou Twitter va essayer d'avoir nos données individuelles, Siemens va essayer d'avoir des données industrielles sur tous ses sous-traitants, mais également, bien sûr, sur ses clients. Pourquoi il y a une chasse aux données? Parce que les données, c'est la manière de comprendre la manière dont nous sommes liés les uns aux autres, nous opérons les uns les autres, et surtout, c'est un moyen de prévoir, d'anticiper, de connaître par avance ce qui va se passer. Alors, et donc là, il y a une idée qui est extrêmement importante, c'est que le système économique dans lequel on est aujourd'hui, c'est un système économique dans lequel la domination, elle est associée à la capacité de prévoir, et cette capacité de prévoir, elle vient de la capacité à collecter des données. Alors, les fiefs, ils sont où?
puisqu'on est proche du féodalisme. C'est exactement ça. Les fiefs, ils correspondent à des espaces de contrôle des données. Celui qui, lorsque vous avez un téléphone Android, par exemple, eh bien, vous faites partie du fief Google, si vous voulez, dans la mesure où vos données originales de votre téléphone vont remonter à Google. Et donc, on a une série de fiefs de ce type-là, des fiefs Facebook, des fiefs industriels qui seront des fiefs de Siemens, des fiefs dans la grande distribution qui seront associés à Walmart ou à Carrefour et aux données clients et aux données d'entreprises qui vont avoir, aux données de leurs fournisseurs qu'ils vont avoir. Donc, les grands agrégateurs de données, si vous voulez, sont ceux qui dominent ces fiefs. Et l'ensemble des sources de données sont le terrain dans lequel ils déploient leur domination. Donc ça veut dire besoin de data, besoin de capteurs, besoin d'avoir des réseaux et tout, mais aussi besoin de capter notre attention. Il y a aussi cette dimension dont tu parles dans ton livre. Oui, c'est ça, puisque effectivement, un des enjeux importants pour capter des données, c'est qu'il y ait de l'activité. Et pour qu'il y ait de l'activité, il faut capter l'attention. Lorsqu'on est saisi par quelque chose, par une application, eh bien, on va interagir avec celle-ci et n'importe quelle interaction est un signe qui, mis en relation avec les interactions de millions d'autres utilisateurs, va devenir du sens, va permettre de comprendre des comportements. Et alors, dans cette idée de recherche de data, en ce moment, on parle beaucoup du développement de la 5G. Est-ce que l'étape de développement de la 5G, c'est aussi trouver d'autres fiefs, créer d'autres fiefs dans le cyberespace? Et comment arrive la technologie de la 5G dans ce développement du capitalisme techno-féodaliste? Oui, donc c'est effectivement un approfondissement. Si vous voulez, on a ces données, elles sont de plus en plus, elles vont de plus en plus profondément dans nos vies. Elles reflètent de plus en plus profondément notre activité. Effectivement, les réseaux de 5G visent à augmenter la capacité de déployer ces applications numériques, mais aussi de faire vivre de façon autonome toutes ces régularités à travers des applications notamment industrielles qui nécessitent de manière extrêmement intensive un usage des données. Par exemple, les véhicules autonomes ne peuvent pas être envisagés sans des choses comme la 5G. Alors, peut-être juste pour quand même un tout petit peu clarifier outre la dimension de prédation, il y a aussi la dimension de dépendance qui est très importante. Et ce dont on a parlé, ce sont les travailleurs des plateformes. Oui, parce que le tableau que tu montrais, ça faisait penser quand même à pour le féodalisme, ça faisait penser à des travailleurs ubérisés un petit peu, avec la dépendance du fief, et puis le coût de sortie aussi dont tu parlais. Oui, alors il y a beaucoup d'éléments. On va s'arrêter un instant là-dessus parce que tu as raison, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel. Les travailleurs des plateformes, ils sont en partie autonomes. Ils décident ou pas tel jour ou tel jour d'aller travailler. Ils peuvent décider de la vitesse de leur coup de pédale ou éventuellement à la marge de leur itinéraire préféré ou des choses comme ça. Ils ont un petit espace d'autonomie, c'est certain. Mais en même temps, le service qu'ils rendent est indissociable de la plateforme dans laquelle ils travaillent. Le travailleur d'une plateforme, qu'il s'agisse d'un chauffeur Uber ou d'un livreur Deliveroo ou de bien d'autres plateformes, effectue lui-même un travail qui est l'essentiel de la valeur d'usage, mais cette valeur d'usage, elle est forte. Pourquoi ? Parce que la plateforme, elle est capable d'organiser la manière dont cette valeur d'usage est rendue. Elle est capable de la rendre exactement au bon moment, au bon endroit, à l'utilisateur final. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est extrêmement difficile pour les travailleurs des plateformes, de s'émanciper de celles-ci. Ils sont dépendants de celles-ci. Ça va être très difficile pour eux de se mettre à leur compte et d'essayer de réaliser le même travail. Pourquoi ? Parce qu'il manquera une partie du service. Et donc, cette relation de dépendance, où à la fois il y a une forme d'autonomie partielle dans l'exécution du travail, mais en même temps un lien qui est très difficile à dénouer par rapport à la plateforme pour délivrer le service, et une démonstration de cette dépendance au cœur de ce travail des plateformes. Au-delà de la question des travailleurs, il y a aussi la question de l'attachement au fief, qui est pas seulement pour les travailleurs, mais qui est aussi peut-être pour les usagers de toutes ces grandes plateformes. Alors évidemment, pas comme les paysans du Moyen-Âge, mais avec quand même cette idée de c'est difficile d'en sortir. Il y a un coût social. Pas comme les paysans du Moyen-Âge, c'est très difficile. Alors ma mère, par exemple, elle utilise assez peu Internet, et je pense qu'elle pourrait s'en passer complètement, ça ne changerait pas fondamentalement sa vie. Mais pour beaucoup d'entre nous, la manière dont on déploie notre existence quotidienne est
extrêmement fortement imbriquées, extrêmement fortement dépendantes de toute une série d'applications. Je demande à chacun de réfléchir dans la journée qui s'est passée, le nombre de fois où il a interagi avec des applications liées à ces grandes plateformes numériques. Et on va se rendre compte que pour des choses qui vont de l'organisation de notre agenda, celui de l'organisation de nos déplacements, au fait de faire nos courses, etc., eh bien, il y a énormément, ou rechercher des informations, il y a énormément de liens qui sont présents quotidiennement et de manière multiple à ces plateformes. En sortir n'est pas impossible. On peut décider de faire ces sessions. Mais le coût qu'il y a à faire ces sessions est extrêmement important et de fait aboutit aujourd'hui à une forme de marginalisation sociale. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que la dépendance aux plateformes n'est pas quelque chose de léger. C'est quelque chose, je crois, d'extrêmement fort. Et ce qui est assez fort aussi, c'est que les organisations, les collectifs qui veulent lutter contre ce capitalisme, contre les GAFAM ou autres, utilisent pour la plupart des fiefs et sont donc dépendants pour leur connexion, pour l'articulation de leurs mouvements, de leurs initiatives, de ces GAFAM. Regarde, par exemple, nous, à la Carmagnole, ce soir, on est sur YouTube. Donc on est typiquement sur un GAFAM. Et on a dit à tout le monde, grâce à la page Facebook, de venir nous voir. Donc on est complètement là-dedans, parce que si vraiment on était dangereux, on est vachement dangereux quand même, mais si vraiment on était dangereux, Google ou YouTube aurait juste à faire schlunk, ils nous débranchent, et puis ça serait fini. Donc c'est quand même assez compliqué cette histoire. Ouais, c'est assez compliqué. Alors ça permet peut-être d'éclairer un point. Qu'est-ce que c'est au fond que ces plateformes comme Facebook ou comme Google, d'où vient leur force, d'où vient leur puissance? Eh bien leur puissance, elle vient de nous. Elle vient de nous. Elles ne font rien d'autre que nous restituer ce qu'on leur donne individuellement, qu'elles traitent comme des données collectives qui donc permettent de comprendre ce que sont nos existences, et elles nous le rendent sous forme d'effets utiles. Si vous voulez, à travers ces plateformes, on s'informe les uns les autres. On se rend plus intelligents les uns les autres, plus puissants les uns les autres. Mais eux, ils jouent un rôle d'intermédiation, d'organisation, dont évidemment ils profitent, et ils nous restituent ce que l'on a appris grâce aux autres, à chacun individuellement. Donc il y a quelque chose qui, si vous voulez, peut-être un peu troublant, puisque à la fois, c'est nous tous qui nous reflétons à travers ces plateformes, mais si nous tous nous reflétons à travers ces plateformes, on le fait d'une manière qui est biaisée, en partie, de manière à leur permettre de profiter de ces interactions-là. Oui, et alors du coup, au Moyen-Âge, les seigneurs n'avaient pas intérêt à développer les systèmes productifs. Est-ce qu'on retrouve la même chose? Est-ce que pour les plateformes, est-ce qu'il y a des développements de sortes de trébuchets numériques, c'est-à-dire d'outils de guerre numérique pour fidéliser leurs serfs, pour gagner d'autres fiefs, pour gagner d'autres terrains? Est-ce qu'il y a la même analogie qu'on peut retrouver dans ce techno-féodalisme? Alors, l'analogie, on peut la faire de deux façons. La première façon, c'est de constater que le principal enjeu pour les GAFAM, ce n'est pas d'améliorer leurs services. Le principal enjeu, c'est d'étendre leur fief numérique. C'est donc d'étendre le nombre de personnes ou le nombre de points d'entrée qui leur apportent des données. Et donc là, on a une logique qui est effectivement une logique d'extension, qui n'est pas une logique d'amélioration en premier lieu. Donc ça, si vous voulez, c'est le premier rapport avec la logique de prédation, c'est bien celle-ci. C'est bien l'idée qu'il y a une forme de domination qui est exercée en vue d'étendre celle-ci et non pas de rendre des effets d'usage meilleurs. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des améliorations, des investissements, etc. Mais il y a quand même toujours cette logique de prédation, d'extension qui est première. La deuxième chose, c'est qu'une partie de ces GAFAM sont déjà arrivés à un point où ils ne savent pas quoi faire de leurs ressources. Ils ont des richesses qui sont extrêmement importantes et ils ont du mal à trouver des projets qui soient aussi profitables que ceux qu'ils ont déjà en place. Apple, par exemple, est une entreprise qui a une somme d'environ 200 milliards de dollars en liquide qui ne sont investis nulle part. Pourquoi? Parce que Apple ne trouve pas d'opportunité d'investir en obtenant des rendements qui sont aussi importants que ceux qu'il obtient déjà. Donc, si vous voulez, cette position dominante leur permet de générer des revenus très importants, mais rend aussi difficile le fait de trouver des opportunités d'investir de façon aussi efficace. Donc là, on a aussi une logique de prélèvement, si vous voulez. C'est une logique de prélèvement et pas une logique d'investissement pour l'augmentation de l'efficacité productive. Alors, on a une question là. Les GAFAM sont-elles en train de devenir les forces dynamiques et de prendre le pouvoir par rapport aux capitalistes traditionnels? Alors, je pense qu'incontestablement. Incontestablement. Pour le constater, il suffit de regarder quelles sont les 10 premières entreprises mondiales par capitalisation boursière.
Il y a une vingtaine d'années, c'était principalement des entreprises du secteur pétrolier, de la finance, des conglomérats de consommation et puis du commerce, de la grande distribution. Aujourd'hui, quelles sont ces entreprises? Ce sont donc les GAFAM américaines, plus, on en parle beaucoup moins, mais pourtant elles sont tout à fait importantes, les grandes entreprises du numérique chinois comme Tencent ou comme Alibaba, qui ont une taille considérable, enfin du même ordre d'idée que les entreprises américaines dans ce domaine. Donc les très grandes entreprises capitalistes aujourd'hui sont des entreprises du numérique. On peut parler à ce titre-là d'une forme d'hégémonie du numérique sur le système économique. Et alors, est-ce que dans ce cas-là, c'est la fin de la concurrence et en gros, on est en route vers des gros monopoles, des fiefs du cyberespace à protéger? Alors, le grand débat aujourd'hui, effectivement, c'est que vous connaissez cette histoire de start-up, même de Startup Nation. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui avait proposé de faire de la France une Startup Nation. Et ouais, mais c'est une idée particulièrement idiote, parce qu'une start-up, 9 fois sur 10, ça échoue. En même temps, il est bien parti pour être une Startup Nation. On y va droit, là. Donc, les startups, c'est l'idée qu'il y a des petites unités comme ça qui innovent et donc qui agissent dans un environnement extrêmement concurrentiel. Et c'est ça l'imaginaire de la Silicon Valley. Mais la réalité de la Silicon Valley 30 ans plus tard, c'est quoi? Eh bien, c'est effectivement des grands monopoles, de féroces monopoles, de grandes entreprises comme Amazon, comme Apple ou comme Google ou comme Facebook qui n'ont pratiquement pas de concurrents et qui croissent à une vitesse extrêmement importante. Donc effectivement, on est en train de rentrer dans une phase monopoliste. Alors, il y a eu d'autres phases monopolistes par le passé dans l'histoire du capitalisme, mais celle-ci se caractérise par une forme particulière de monopole. Moi, on parle à ce titre-là de monopolisation intellectuelle. Pourquoi de monopolisation intellectuelle? Parce que c'est à la fois une monopolisation des droits de propriété dans l'intellectuel, de l'innovation, de la connaissance, mais c'est aussi une monopolisation des données, de l'information, et donc de la capacité à gouverner les sociétés. Et donc, cette monopolisation intellectuelle qui est à la fois quelque chose qui va permettre de contrôler les processus de production, mais également de comprendre plus généralement le métabolisme social, est quelque chose qui, qualitativement, est distinct de ce qu'on a connu dans l'histoire du capitalisme, ce qui m'amène à formuler l'hypothèse techno-féodale. Donc il y a une mutation du capitalisme avec des conflits, comme tu nous le dis, entre production, prédation, et aussi entre concurrence et monopole. Parce que nous, dans le monde dans lequel on a grandi, il y a le sacro-saint concurrence, la sacro-sainte concurrence libre et non faussée. Est-ce que c'est la fin de ça? Est-ce que c'est la fin du néolibéralisme au final, cette avancée du techno-féodalisme? Alors ça, c'est vraiment évidemment la question qui est débattue de façon très vive aujourd'hui, qui est une question sur laquelle je pense on ne peut pas encore trancher. À mon sens, on est sorti du néolibéralisme pour plusieurs raisons, mais la première raison qui n'a pas immédiatement à voir avec ces histoires de GAFAM, c'est qu'aujourd'hui, les marchés financiers qui devaient être finalement l'horizon ultime d'autorégulation de l'économie par le marché, sont une institution qui est complètement zombie, mort-vivante. Ils ne fonctionnent plus que grâce à des perfusions gigantesques des banques centrales et donc finalement d'une dépendance à l'État qui est extrêmement visible. Donc le projet néolibéral avec in fine cette concurrence centralisée par les marchés financiers est quelque chose qui ne fonctionne plus. Mais pour autant, le néolibéralisme n'est pas désactivé complètement et en particulier face au monopole numérique, on voit émerger un nouveau discours sur la concurrence. Et donc, il y a l'idée, en particulier au niveau de la Commission européenne, qu'il va falloir restaurer la concurrence, attaquer les GAFAM. Par exemple, Google a subi plusieurs amendes assez considérables. La doctrine de la concurrence européenne envisage même la possibilité, même si c'est une fiction, de pouvoir démanteler les plateformes numériques. On a aux États-Unis, par contre, un discours aussi, une série de procédures qui ont été engagées qui éventuellement pourront donner lieu à une forme de démantèlement partiel de Facebook. Donc, il y a bien un discours pro-concurrence extrêmement important. Alors, je pense que là, ça vaut la peine, là aussi, de s'arrêter un petit instant, parce que c'est un discours anti-monopole, un discours pro-concurrence et anti-monopole qui séduit un petit peu à gauche. Mais oui, parce qu'on a l'impression qu'on revient, qu'on s'attaque au capitalisme, du coup, si on détruit ces monopoles et qu'on arriverait un peu à socialiser les choses ou autre. Mais peut-être qu'il y a un problème de fond un peu plus profond, quelque chose qu'on ne comprend pas en fait au fonctionnement des GAFAM, c'est que si ça marche, c'est que c'est gros. Si c'est plus gros, ça ne marche pas. Exactement. Alors, tu me coupes un peu le... Ah merde, excuse. Mais c'est ta faute aussi, tu as écrit le livre. Alors, du coup. Mais
peut-être faire un petit détour pour bien comprendre comment ça se fait. D'abord, pourquoi il y a une forme de séduction pour ces politiques anti-monopole ? Bien parce que ces GAFAM sont effectivement détestables et dangereux. Ils sont dangereux aujourd'hui. Leur puissance économique et politique est quelque chose qui est indiscutablement une menace pour le devenir de nos sociétés. Donc, c'est normal qu'on s'inquiète, et finalement, le sentiment de vouloir les démanteler est un sentiment qu'on peut assez bien comprendre, qui répond à une forme d'urgence. Pour autant, c'est effectivement, à mon sens, pas la bonne direction. Comme tu l'as dit à l'instant, leur grande taille est associée à une forme d'efficacité, à une forme de logique. C'est bien parce qu'il y a des données extrêmement vastes et dans de très grands domaines qu'ils peuvent rendre des services qui font qu'on les utilise aujourd'hui, qu'aujourd'hui vous regardez sur YouTube cette discussion et que vous en avez été informé par votre réseau social, etc. Donc, finalement, la logique de démantèlement pourrait conduire à une forme de perte de valeur d'usage, avoir quelque chose de réactionnaire, si vous voulez. Mais je voudrais donner un autre exemple. En réponse à la politique de la concurrence européenne, Google a décidé d'ouvrir à la concurrence les moteurs de recherche sur les téléphones Android depuis 2 ans. Donc maintenant, lorsque vous achetez un téléphone Android, lorsque vous l'installez, vous allez avoir le choix entre 4 moteurs de recherche, par exemple DuckDuckGo et autres. Comment Google fait pour décider quels vont être les moteurs de recherche qui vont être mis sur le système Android ? Eh bien, il organise des enchères. Et donc, ce sont les moteurs de recherche qui vont payer le plus qui vont obtenir le droit d'être mis sur les téléphones. Mais vous voyez bien que là, il y a quelque chose d'extrêmement pervers. Parce que comment vont faire les moteurs de recherche pour être capables de payer beaucoup pour être sur les téléphones ? Eh bien, ils vont devoir avoir un modèle économique qui va leur permettre d'extraire beaucoup de données de vous-même, ou de biaiser vos recherches pour pouvoir vendre davantage de publicité et donc être plus profitable. Autrement dit, pour gagner les enchères, il va falloir soit abuser de vos données privées, soit biaiser les résultats, autant de choses qui ne sont pas désirables du point de vue du consommateur. À l'inverse, un moteur de recherche qui serait complètement transparent et qui finalement ne surexploiterait pas les données ne serait pas très profitable et donc ne pourrait pas gagner les enchères. Donc la logique de concurrence, si vous voulez, là, je trouve qu'on le voit bien dans cet exemple-là, c'est quelque chose qui n'aboutit pas à une meilleure valeur d'usage, mais au contraire à une valeur d'usage beaucoup plus biaisée en faveur d'une surexploitation de ces données numériques. Bon, du coup, on a des grosses plateformes, on a un envahissement des datas, et on voit que casser le monopole, ça ne marcherait pas parce que les valeurs d'usage seraient diminuées, et de toute manière, ou alors on pourrait accélérer le pillage des données et avoir encore plus nos vies privées mis dans ces serveurs et dans ces hébergeurs. Donc du coup, face à cette multitude de données, face à ces algorithmes et ces plateformes, on pourrait se demander que faire. Ouais, alors il y a différents registres. Il y a un registre qui est celui de l'immédiat et il y a un registre qui est plutôt des horizons d'émancipation qui peuvent s'ouvrir. Alors, ne nous cachons pas, nous ne voilons pas la face. Le scénario de base, c'est le cauchemar. C'est la ligne. Si on continue en tendance, on a un pouvoir politique qui est beaucoup plus concentré grâce à cette domination numérique et des formes de prédation économique qui sont associées, face auxquelles il va être extrêmement difficile de résister. Ça, c'est le scénario de base. Alors, heureusement, l'histoire n'est pas linéaire, donc il y a des ruptures, etc. Mais il faut quand même avoir en tête que c'est ça le scénario de base. Alors, face à ça, quelles sont les choses qui peuvent être imaginées ? Il y a des urgences, des choses peut-être relativement à horizon court, et puis il y a des choses qui sont plus de l'ordre de l'utopie, mais qui peuvent nous aider à penser ce qui pourrait advenir. À l'horizon court, il y a une première chose qui devrait être presque immédiate. Il faudrait que les algorithmes soient responsables de ce qu'ils font. Les algorithmes aujourd'hui, ils conduisent à des discriminations, ils conduisent à des formes de comportements irresponsables du point de vue du consumérisme et de l'écologie, ils conduisent à des formes de déni de démocratie. Eh bien, il faudrait avoir des formes d'audit des algorithmes et ces algorithmes devraient donc être obligés de respecter un certain nombre de valeurs fondamentales qui sont celles que l'on définirait démocratiquement. Il ne s'agit pas seulement de les rendre transparents, les algorithmes, parce que c'est extrêmement difficile de les comprendre d'une part, et puis même d'intervenir là-dessus. Par contre, rendre responsables ceux qui les mettent en mouvement de ce qu'ils produisent et un moyen démocratique de ressaisir cette puissance des algorithmes. C'est-à-dire qu'on pourrait analyser leurs résultats et voir si par rapport aux résultats qu'ils donnent, on est dans les clous par rapport aux droits de l'homme, par rapport à l'écologie, par rapport aux non-discriminations.
Exactement. Par exemple, il a été démontré que les logiciels de reconnaissance des images étaient biaisés en défaveur des personnes de couleur. Et donc, là, il y a un biais de discrimination raciale qui pouvait être introduit. Bon, ben ça, c'est quelque chose qui est un résultat d'un algorithme. On ne veut pas savoir comment ça fonctionne, mais par contre, ce n'est pas acceptable. C'est un exemple. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est qu'il faut les monopoles, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, les monopoles, lorsque c'est plus efficace, un monopole, dans l'histoire, généralement, on les a soit régulés, soit on les a nationalisés. C'est l'exemple, par exemple, des chemins de fer. Les systèmes de chemins de fer efficaces, ils ont été nationalisés parce que la concurrence n'était pas le bon moyen de les réguler. Et en même temps, confier au privé une telle puissance était beaucoup trop dangereux. Donc, c'est difficile, évidemment, aujourd'hui d'imaginer de nationaliser Google parce que Google est par définition international et une entreprise qui intervient de multiples niveaux. Mais il ne faut pas renoncer à y réfléchir. Par exemple, il y a des camarades aux États-Unis qui font la proposition suivante face à Amazon. Ils disent Amazon, très bien, c'est quelque chose qui a un réseau logistique extrêmement fort, associé à un puissant système d'information qui organise notre consommation. Eh bien, il faut réfléchir à ça comme la Poste. Finalement, le réseau postal international s'est construit au 19e siècle de manière fragmentée, mais avec une interface qui était organisée, qui était négociée. Eh bien, pourquoi pas imaginer une forme de service public multinational qui correspondrait à la logique d'Amazon, dans lesquelles il y aurait à la fois une interface logistique et à la fois des formes de contrôle public qui seraient dessus. Alors, on en est très loin, bien sûr, mais on peut l'imaginer. Troisième exemple, là encore, sur la question des recherches. Aujourd'hui, les moteurs de recherche, c'est un bien public. On a vraiment, tout le monde en a besoin, c'est quelque chose d'absolument décisif qui permet de nous guider dans de multiples dimensions. Eh bien, pourquoi pas imaginer, adossé à l'ONU, un système de recherche, un moteur de recherche qui devrait respecter des critères de transparence, de neutralité, et ce qui n'interdirait pas qu'il y ait des moteurs de recherche alternatifs qui puissent exister, mais avoir un service public de recherche en tant que tel qui existe à l'échelle internationale. Bon, voilà, ça c'est des choses auxquelles on peut réfléchir. Alors, justement, on a une question d'un auditeur ou d'une auditrice qui demande est-ce qu'il existe des alternatives à ces outils qui sont efficaces et imposés, qui pourraient exister au quotidien pour l'activité associative ou militante. On va passer ensuite après sur qu'est-ce qu'on fait et les pistes à explorer et comment on pourrait se servir des datas dans un projet émancipateur. Mais est-ce qu'il y a des alternatives dès aujourd'hui qui existent ? Alors oui, il en existe beaucoup. Je ne suis sans doute pas le mieux placé pour en parler. Vous connaissez, j'imagine que dans l'environnement de la Carmagnole, il y a des gens qui sont liés au monde des logiciels libres qui ont intervenu. Oui, et il y a un travail considérable qui est fait. Il faut savoir qu'il est dans certains domaines extrêmement efficace, à la pointe. Par exemple, dans les serveurs, les logiciels libres se sont développés de façon importante. Et il y a des plateformes, des outils, Internet, des outils numériques issus de ce monde-là qui fonctionnent. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre là-dessus ? Je dirais à la fois que du point de vue des espaces militants, s'approprier ces outils-là et les utiliser, c'est quelque chose sans doute qui est extrêmement positif, parce que ça nous permet effectivement d'avoir une mise à distance des plateformes et en même temps de les nourrir et d'apprendre collectivement à s'approprier ces instruments numériques. Mais il ne faut pas non plus penser qu'on va pouvoir s'émanciper comme ça en sortant de ces outils numériques dominants. Pourquoi ? Parce que justement, en raison des effets d'échelle extrêmement puissants que j'ai évoqués tout à l'heure, en raison de l'importance des données centralisées qui sont associées à la puissance de ces plateformes, eh bien, c'est extrêmement difficile pour des alternatives d'être aussi efficaces. Si on a beaucoup moins de données, c'est beaucoup plus dur d'accéder. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'un des enjeux démocratiques, c'est aussi le contrôle sur les données. Oui, la mise à disposition des données de façon anonymisée est quelque chose qui donnerait plus d'espace aux outils alternatifs. Ça permettrait un meilleur contrôle aussi de ces données, si c'était des données réglées et puis disponibles. Et puis ça permettrait aussi à des petites structures, des petites alternatives de pouvoir les utiliser aussi, puisque la manne, c'est données. Et d'ailleurs, à ce propos, tu dis que la Chine, avec son milliard d'habitants, c'est potentiellement une grosse ressource de données et que même les GAFAM peuvent être un peu embêtés par les outils et les plateformes chinoises parce que elles disposent d'un grand réservoir de données, ne serait-ce que par la population de la Chine. Et qu'elles s'en servent déjà comme outil de contrôle social de manière absolument terrifiante. Là, on est directement dans l'écrasement des individus par des techno-suzerains. C'est plus compliqué. Ce qui est intéressant avec la Chine, il y a plein de choses intéressantes avec la Chine. Il y a surtout un déficit aussi de compréhension de ce qui est en train de devenir, peut-être pas certainement, mais probablement la puissance hégémonique au XXIe siècle.
Alors, pour les questions d'échelle, c'est déjà le cas dans un certain nombre de domaines, notamment les questions de reconnaissance faciale, qui sont une technologie extrêmement importante. Aujourd'hui, les sociétés chinoises sont plus avancées. Les algorithmes développés par les sociétés chinoises sont plus puissants et plus efficaces que ceux de leurs concurrentes américaines. Donc, il y a déjà une forme d'avance qui est liée là aussi à une dimension politique. Vous aviez raison de le souligner. Tout simplement parce que l'État chinois a mis à la disposition de ces entreprises-là des centaines de millions de photos d'identité de ses citoyens, ce qui n'est pas aussi simple de faire dans les pays occidentaux. Il y a quelques barrières. Ensuite, lorsqu'on parle de contrôle numérique en Chine, on a raison. Effectivement, il y a des outils de contrôle politique extrêmement importants. Mais ce n'est pas seulement ça. Il n'y a pas que cette histoire-là en Chine. Et en particulier, quelque chose qui est important, qui se met en place autour de l'outil de contrôle du système de crédit qui est extrêmement développé en Chine, où il y a des formes de notes qui sont données à tout le monde, individus, mais aussi organisations, que ce soit des administrations ou des entreprises. C'est quelque chose qui finalement cherche à corriger le marché. La Chine est un pays qui a connu une libéralisation économique brutale, extrêmement rapide, qui certes s'accompagne d'une croissance économique importante, mais qui en même temps a donné lieu à une forme de désagrégation de la qualité du lien social et de défiance généralisée. Et les outils numériques de notation, ce système de crédit social, visent à essayer de recréer de la confiance et de rétablir des possibilités d'interaction dans ce système-là. Pour vous donner un exemple tout bête, il n'y avait pas assez de moyens de régler, d'avoir des outils d'inspection, notamment dans le domaine sanitaire, dans le domaine de la nourriture. Donc, il y avait un manque de fiabilité sanitaire de la nourriture. Eh bien, la réponse par ce système de notation, qui enregistre chacun des incidents et qui les collectivise, est quelque chose qui permet de faire connaître ces problèmes-là et de les contrecarrer. Donc, il y a la dimension politique dont il faut parler, bien sûr. Je ne suis pas du tout en train de dire que la Chine n'est pas un régime en tendance avec une dimension totalitaire. Mais simplement, il se joue aussi autre chose dans la coordination numérique de l'activité économique en Chine. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des outils qui sont développés, qu'on peut se rapproprier et qu'on peut utiliser à d'autres fins que celles qu'on voit aujourd'hui. On a une petite vidéo d'un sociologue que peut-être tu connais, Rasmik Kecheyan, qui va nous parler un peu. Ça te dit quelque chose? Ouais, mais des fois, j'ai cru voir vos signatures côte à côte sur des articles, mais c'est peut-être le pur fruit du hasard. En tout cas, là, c'est une interview qu'il a donnée pour la revue Regard, un tout petit extrait où il nous parle de quelque chose qui nous intéresse à la Carmagnole et qui vous intéresse beaucoup visiblement, c'est l'histoire de la planification écologique. Pourquoi je plaide, moi, dans le livre, c'est pour un retour de la problématique de la planification. La planification, c'est un mot qui fait peur, parce qu'évidemment, ça renvoie à l'expérience soviétique qui n'a pas été brillante. Mais la planification, ça veut dire une chose toute simple, ça veut dire qu'on reprend un contrôle politique sur les processus productifs. On politise la production, c'est ça que ça veut dire la planification. Alors, évidemment, l'État a un rôle à jouer, mais encore une fois, c'est un État qui va être sous contrôle des mouvements sociaux et même de conseils de quartier, mais aussi d'associations de producteurs-consommateurs, qui vont délibérer pour justement répondre à la question de savoir que produire pour satisfaire quel besoin. De toute façon, avec l'accélération de la crise environnementale, il est tout à fait évident, et on le voit déjà, que les choses ne vont pas pouvoir en rester en l'état, et que d'un côté, il va y avoir des tensions autoritaires, auxquelles on assiste déjà, mais de l'autre, à ces tensions autoritaires, il faut répondre par une démocratisation accrue des processus politiques et des processus productifs. Alors justement, est-ce qu'au final, avec le développement des données, des algorithmes, est-ce qu'on n'arrive pas à un point où on a les éléments, on a les outils pour réaliser une véritable planification qui tient en compte des besoins sociaux et des contraintes environnementales? Alors, la réponse est oui, mais elle reste en partie à imaginer. La réponse est oui, pourquoi? Parce qu'un des principaux défauts de la planification soviétique, et en fait, il y en avait deux principaux. Le premier, c'est que c'était une dictature, et donc la question de qui détermine les besoins était mal traitée, au point qu'on pouvait parler de dictature sur les besoins, dans le sens où l'orientation de l'économie, finalement, n'était pas décidée démocratiquement. Mais il y avait aussi une deuxième difficulté, c'est que plus la société soviétique s'est développée, s'est sophistiquée, plus le processus de planification est devenu inadéquat, inefficace, parce qu'il y avait trop de complexité à gérer. Aujourd'hui, avec les outils numériques dont on dispose, le traitement de l'information que l'on peut réaliser, cette difficulté cognitive à calculer, si vous voulez, les différentes options, à identifier où se situent les produits, à quel rythme se développent les différentes productions, où se situent les pénuries, etc., est quelque chose qui
est tout à fait réglable très facilement. En fait, les grandes entreprises le font déjà. Aujourd'hui, l'appareil de calcul interne à Amazon ou à Walmart, par exemple, sont des appareils de calcul qui sont beaucoup plus puissants, des milliers de fois plus puissants que ce qui pouvait être réalisé dans le cadre de calcul du Gauss-Plan. Donc là, il y a vraiment effectivement un problème, si vous voulez, de calcul, de compréhension du réel et d'ajustement en temps réel qui est complètement différent, qui se pose dans des termes complètement nouveaux. Et donc, c'est une partie de la réponse à la planification. Mais reste le problème démocratique alors, non? Ou d'autres problèmes? Alors, reste les problèmes démocratiques qui, effectivement, n'est pas des moindres. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut répondre là-dessus? On peut répondre à deux niveaux, si vous voulez. La planification, le premier niveau, et c'est celui qu'a développé Razmig, c'est une planification qui devrait être une planification concernant le mode de développement. Quel est le mode de développement que l'on veut pour nos sociétés aujourd'hui face à la crise écologique, aux inégalités grandissantes, à l'absence de démocratie? Et ça, si vous voulez, c'est un débat qui peut avoir lieu à un niveau relativement global, relativement agrégé, et qui doit permettre de désigner des grands objectifs, des grandes directions dans lesquelles orienter l'effort productif. Et ça, c'est le premier sens de la planification. Et au fond, c'est quelque chose qui n'est pas directement, ou qui ne peut pas être abattu sur les histoires de planification socialiste. C'est en partie ce qui était l'histoire de la reconstruction après-guerre. Il y avait une forme de débat sur qu'est-ce qu'on voulait faire comme société. Il fallait la reconstruire, il y avait des priorités qui étaient données et on ne faisait pas confiance au marché. C'était encore du capitalisme, mais il y avait une forme d'orientation du mode de développement. Face à la crise écologique, il y a cette question de gouverner le mode de développement qui se pose et qui a une échelle directement agrégée. Mais il me semble qu'il y a aussi un deuxième niveau de la planification qui est aujourd'hui permis par le numérique. Et là, on rentre dans l'utopie. Là, ce n'est pas réglé. Là, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, inventer, expérimenter. C'est un domaine dans lequel, où finalement, grâce aux algorithmes, grâce à la connaissance de nos besoins, au-delà même de ce qu'on sait, par les traces numériques que l'on laisse, par l'observation que l'on peut faire de nos comportements, on a moyen de finalement satisfaire nos besoins sans avoir recours au calcul marchand. Simplement en observant qualitativement ce dont chacun a besoin et en décidant d'avoir une réflexivité sur ça pour éventuellement le transformer. Et donc là, cette possibilité, si vous voulez, d'un calcul qui ne soit pas un calcul économique par les prix, mais un calcul directement par les valeurs d'usage, est quelque chose qui devrait être notre horizon. Et là, effectivement, on est dans le domaine de la science-fiction, mais c'est une science-fiction qui est tangible. C'est quelque chose qui était dans l'imaginaire, dans Star Trek, par exemple. C'est dans une série dans laquelle vous avez une société entièrement gouvernée hors du calcul économique. Eh bien, cet imaginaire-là, aujourd'hui, il est à portée de main. À nous de travailler avec. Donc ça veut dire qu'on a encore un petit peu de boulot. Bien sûr, on va terminer sur cette note un peu optimiste quand même, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir se réapproprier les choses. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter que tu voudrais nous dire sur le livre, ou on termine là-dessus Non, peut-être une dernière idée, c'est là-dessus aussi que je finis. Le livre, c'est cette idée qu'il y a une forme on n'a jamais été aussi proches les uns des autres qu'à cette ère du numérique. On n'a jamais été aussi dépendants les uns des autres, liés les uns des autres. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait que chaque jour, on utilise ces plateformes, on fait référence à elles, mais ce faisant, on se connecte avec nos semblables, avec les uns les autres, et on se nourrit les uns les autres. Et cette interdépendance très forte, Marx parlait à ce sujet de socialisation tendancielle, elle nous met face à nos responsabilités. On est à quelques pas d'une capacité à être véritablement conscient de ce qu'on est collectivement en tant qu'humanité. Aujourd'hui, c'est gouverné par ces seigneurs techno-féodaux. Eh bien, l'enjeu pour les forces progressistes aujourd'hui, c'est de concevoir, d'imaginer, de donner les moyens, de reprendre le contrôle sur cette conscience qui est à portée de main. Une réappropriation collective pour faire des communs, ça, à la Carmagnole, ça nous parle et on est là-dessus depuis un petit moment. Écoute, Cédric, merci beaucoup. Merci à vous pour cette invitation. Alors j'espère que j'aurai l'occasion de vous rendre visite un jour en chair et en os. Oui, bien sûr, parce qu'on a une tireuse qui n'est pas une décoration, mais qui fonctionne vraiment. Donc on t'invite, quand c'est un peu déconfiné, hop, tu peux venir et on pourra parler de tout ça de vive voix. Et puis il y aura plein de gens, des centaines de personnes qui rentreront à Carmagnole pour écouter. Et pourquoi pas un duo avec Razmig sur ces questions-là. On y préparera. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Merci à la technique. Ce soir, on avait Jean-Jacques, on avait Julien et on avait Isabelle. Et aux questions, on avait Fred, donc, qui a joué le scribe pendant toute la soirée. Donc, merci beaucoup. On va terminer cette soirée avec une petite vidéo
petite vidéo de Jean-Pierre Bacry. Ah oui, mais bien sûr, il y a les annonces. Mais bien sûr, il y a les annonces, elle a raison, Delphine. Donc, les annonces, c'est samedi. Donc, ce samedi 23 janvier, on a une grosse initiative sur la culture, état d'urgence culturelle, avec rendez-vous à 13h à l'esplanade du Quorum pour une première partie et une deuxième partie à 14h place Salingro pour un forum culturel, une scène ouverte, un forum culturel pour différents secteurs, que ça va des musées au spectacle vivant en passant par les cinémas qui viendront expliquer le mal-être parce qu'on étouffe d'un point de vue culturel sous les masques. Donc ça sera pour samedi. Et avec des vrais gens et donc en présence. Oui, voilà. Il y aura des vrais gens parce qu'on aura des masques, on aura du gel hydroalcoolique et puis on sera dehors avec plein d'air, avec plein de vent et donc les aérosols pourront être dispersés, donc ça diminue les risques de propagation du virus. La préfecture, si tu nous écoutes, c'est pour toi. Et enfin, on aura une autre émission de la Carmagnole, la Web TV de la Carmagnole, la semaine prochaine, avec Jean-Jacques et Chantal pour animer sur l'habitat participatif, avec des expérimentations locales et des réflexions là-dessus. Donc merci beaucoup, encore merci Cédric. Et on se quitte avec un petit bout de film où on va voir Jean-Pierre Bacry qui nous a quittés. Donc pour se quitter, on pensait que ça pouvait être pas mal de passer par là. Il est ronchon, mais il va nous manquer. T'es pas gay, toi, hein? Oh, bah, tu le connais, hein, Georges, c'est le contraire d'un gay. Ouais, bien sûr, mais enfin, disons que ce soir, je le trouve carrément éteint, quoi, si tu veux. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un numéro de claquette? C'est quand même pas obligatoire. Vous êtes gay, vous êtes content, bon, bah, c'est très bien, vous faites ce que vous voulez, mais laissez-moi tranquille. J'ai pas gagné au loto, j'ai rien à vendre à personne. Bon, j'ai aucune raison d'être particulièrement gay. Hein, je suis un être humain, je suis pas un animateur. Il y a qu'à la télévision qu'on voit des gens éclater de rire à longueur de temps, là, comme des crétins. Mais est-ce que quelqu'un te demande d'éclater de rire comme un crétin? On te demande simplement de ne pas glacer l'atmosphère. C'est quand même moins contraignant. C'est vrai que t'as jeté un gros froid pendant le repas. Hein. Oh. J'ai pas réussi à comprendre pourquoi, d'ailleurs. Et j'ai le regret de te dire que j'ai trouvé sa réaction, mais impériale. Hein. Ah ouais? Ah oui. Oui, beaucoup de sang-froid, beaucoup d'humour. Hein. C'est vrai, il connaissait bien le sujet, il aurait largement pu l'enfoncer. Bien sûr, bien sûr. Et il ne l'a pas fait. Ah, ouais. Ah mais lui, c'est particulier, tu comprends, non? Lui, il observe de vieilles coutumes ringardes qui consistent à ne pas foutre la merde dans une soirée. Il aurait pu t'enfoncer. En plus, 75% des gens sont d'accord avec lui. Et alors, quel rapport? Eh ben, c'est la majorité. Nous, c'est la majorité, mon vieux, puis c'est tout, et puis voilà, hein, c'est la majorité. Voilà. Laquelle, d'abord? Laquelle? Celle qui pensait que la Terre était plate? Celle qui veut rétablir la peine de mort? Celle qui se fout une plume dans le cul parce que c'est la mode? Laquelle, exactement?